Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, le résumé de la Week 7, la 7e semaine de college football. On est à la moitié de la saison. Ça déclare une sorte de tournant un petit peu pour toutes les équipes et notamment le classement final. Alors aujourd'hui, je suis avec Augustin de Notre-Dame. Salut mon Gus. Salut Elio, salut les gars. Je suis avec mon bat d'Oklahoma State, Baptiste, verre de whisky dans le nez, le pauvre. Ouais, il faut bien picoler pour oublier la défaite. Voilà, spoiler. Et notre pote Kevin d'Oregon. Salut Kev. Salut tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on va vous faire un épisode sur un format un petit peu différent. On va vous faire un épisode qui est découpé en tranches horaires. Voilà, sur les gros matchs par tranche horaire qu'on a eu samedi après le 1-2-6. Donc, les matchs qui démarraient à 18h. Eh ben, c'était pas Jojo au niveau des affiches, faut le dire. Il y a même Baptiste qui a regardé de l'Ivy League pour dire à quel point genre le Power 5 c'était pas ce qu'il y avait de meilleur sur ce leg-là. On a quand même eu à 3 super matchs au niveau scénaristique et on va démarrer tout de suite par ce Oklahoma qui était 3e à l'A People qui se déplaçait du côté de Kansas. On pensait que ça allait être une sorte de blowout pour Oklahoma tant que Kansas est en difficulté, mais Baptiste, ça n'en a rien été. Kansas, les Jayhawks ont bien tenu tête aux affreux de Norman. Les affreux de Norman, ça leur va bien, Oklahoma. Ouais, effectivement, on pensait que les matchs 18h allaient être tout pourris. Donc moi, je me suis lancé un Yale à Payne qui se déplaçait du côté de Yale en Ivy League en attendant le match de 21h30. Et finalement, comme j'ai vu comment c'était parti le Kansas-Oklahoma, je me suis dit, finalement, on va se mettre sur le Kansas-Oklahoma. Et c'était un match hyper intéressant. Hyper intéressant, pourquoi ? Parce que finalement, Oklahoma, on n'en sait pas grand-chose de cette équipe. Ils sont classés donc numéro 3. Ils étaient classés numéro 3. Ils ont reculé d'une place suite à cette victoire compliquée contre Kansas, 35-23. C'était un match en deux temps. Une première mi-temps complètement loupée de la part d'Oklahoma, ou très réussie de la part de Kansas, ça dépend où vous voulez placer le curseur. Soit seulement 78 yards pour Oklahoma en première mi-temps, c'est du jamais vu 0 points. Enfin, c'était une première mi-temps immonde. Et face à eux, on avait une équipe de Kansas qui était hyper intéressante et surtout avec un plan offensif hyper sympa à avoir joué, avec beaucoup d'options, avec le quarterback Bean et le running back Neal qui ont vraiment bien joué le coup, beaucoup d'options. Et la défense d'Oklahoma sur la première mi-temps n'a trouvé aucune solution. Et on bascule carrément à 10-0 à la mi-temps. Donc voilà, c'était l'upset commençait à monter du côté de Kansas. Alors le stade était complètement vide en début de match. Ils ont ouvert les portes du stade gratuitement pour que ça se remplisse. Finalement, le stade était quasiment plein à la sortie. Donc c'était assez marrant. Donc là, à la fin de la première mi-temps, 10-0 pour Kansas. Oklahoma au fond du gouffre. Et une deuxième mi-temps complètement à l'opposé, avec un Oklahoma beaucoup plus conquérant. Caleb Williams qui sort une première mi-temps absolument immonde. Il y a notamment une interception qui est lancée alors qu'il avait Kenny Brooks tout seul. Il tente le big play. J'en ai discuté avec Midnight au campus au moment du lancer. On s'était dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Il a un mec tout seul, il décide de faire le big play, intercepté, merci, au revoir. Mais une deuxième mi-temps beaucoup plus convaincante de la part d'Oklahoma, avec on retrouve les forces du programme de Normad, avec Eric Gray bien utilisé au niveau de la réception. C'était plutôt cool à voir. Oklahoma qui finit par passer devant, et Oklahoma qui a une 4e et 2 à jouer dans le territoire de Kansas à 2 minutes du terme, un peu plus 3 minutes. Et là, c'est un peu le premier point arbitrage de ce week-end-là. Kenny Brooks court, récupère la balle, recule de bien 2 yards. Caleb Williams récupère le ballon et avance et passe le first down. Donc là, sur le terrain, ça a été un petit peu le questionnement. Est-ce qu'il avait le droit d'avancer comme ça, Caleb Williams ? Est-ce que le jeu n'était pas arrêté ? Puisque vous savez que quand on avance, quand on est tenu et qu'on recule, théoriquement, le jeu doit s'arrêter. Là, ça n'a pas été le cas. Les arbitres n'ont pas sifflé. Donc, une espèce d'embrouglio. Finalement, Oklahoma, les arbitres valident ce first down à Oklahoma, qui valide le match. Voilà, c'est une décision arbitrale qui pèse énormément dans la balance au niveau de la Big 12, parce qu'on va voir que la Big 12 elle est grande ouverte au niveau des places pour la finale. Et cette décision arbitrale, elle a fait couler beaucoup d'encre, et je pense qu'elle va faire couler beaucoup d'encre, parce que derrière, Oklahoma met un nouveau touchdown, donc gagne 35-23, mais dans les faits,
Kansas aurait pu ou aurait dû, ça vous êtes libre derrière de vous faire votre avis par rapport à l'action, perdre ce match. Donc, et ça aurait remis tout en cause. Concrètement, une victoire de Kansas contre Oklahoma, ça aurait été probablement le pire upset de l'histoire du college football. Oklahoma était quand même donné gagnant de 35 points avant le début de match. Donc ça vous donne le niveau d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, donc Oklahoma survit, mais Oklahoma ne convainc toujours pas. Alors ils sont à 8-0 pour la première fois depuis 2004, ce qui en soi est déjà quand même plutôt pas mal, parce qu'on s'en rappelle qu'entre 2004 et maintenant, il y a quand même des jolies équipes à Oklahoma. Donc en soi, le bilan est très sympathique. Mais dans les faits, à part la victoire de TCU qui a été maîtrisée, la victoire la semaine dernière, c'est quand même compliqué Oklahoma. Alors jusqu'à quand ça va tenir, c'est une bonne question, parce qu'au mois de novembre, il y a un déplacement à Baylor. Il y a une réception d'Iowa State et un déplacement à Oklahoma State de suite. Vous voyez, de toute façon, les masques vont tomber au bout d'un moment. On verra si Oklahoma est quand même aussi fort qu'on aurait pu le penser. Voilà. Mais en tout cas, victoire quand même, 8-0. Bah oui, mais il faut le prendre, quoi. C'est des victoires dégueulasses, mais il faut prendre ces victoires-là. Mais voilà, il y a toujours la question de l'arbitrage par rapport à cette course de Caleb Williams qui est un peu bizarre, on va dire. Oklahoma qui se retrouve dans une sorte de situation quarterback, si on peut dire, même si Williams a encore beaucoup de temps devant lui pour régler et s'ajuster et devenir bien meilleur, bien entendu. La question se pose quand même aussi sur Caleb Williams. Alors le changement était très bon de TCU, mais est-ce que finalement la différence entre Spencer Rattler, pléonasme, et Caleb Williams, c'est pas si importante que ça sur ce match-là. Donc est-ce que le changement de quarterback est finalement pas presque inutile? Enfin, on verra sur la fin de saison, mais sur ce match-là, il a quand même pas hyper convaincu, Caleb Williams. Ça va être intéressant. C'est ce que Guillaume disait par tweet, c'est que du coup on se rend compte un peu sur ce match que la problématique d'Oklahoma, c'était peut-être pas que Spencer Rattler. Donc on sait souvent que de toute façon quand il y a un fusible, c'est soit le head coach, soit le quarterback. Et là on se rend compte qu'ils ont décidé de changer de quarterback, mais que, je suis désolé, mais ça joue à 2 possessions, mais on va dire que ça joue à une possession contre Kansas, c'est pas normal pour une équipe qui est censée aller bien, quoi. Donc c'est autre chose que le quarterback. Et c'est encore plus bizarre parce que Lincoln Riley est réputé pour être un des meilleurs coachs, on va dire quarterback du pays. Je rappelle qu'à Oklahoma, il a eu Kyler Murray et Baker Mayfield ces dernières années, puis Jalen Hurts. Moi, ça me paraîtrait quand même hyper bizarre que le problème vienne de lui. Je sais pas moi, du QB play ou même du schéma offensif qu'il propose à ces deux quarterbacks. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas en fait d'où vient ce problème à Oklahoma et c'est assez déstabilisant. Je pense qu'il y a une ligne offensive moins forte qu'il y avait il y a quelques années et il y a surtout des receveurs moins forts que ce qu'il y a eu quelques années. Il n'y a pas de CeeDee Lamb, il n'y a pas de Dede Westbrook, il n'y a pas de Shepard, il n'y a pas des mecs comme ça qui sont vraiment des mecs qui... Alors Marvin Mims c'est très bon, mais il est quand même un niveau en dessous de ses prédécesseurs. On va voir sur quelle ligne directive va se caler Riley jusqu'à la fin de la saison, s'il tente un retour Rattler ou non, s'il continue avec Caleb Williams pour continuer de le développer. On va voir, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, sur l'horaire de 18h, on avait un autre match qui paraissait sur le papier aussi déséquilibré et finalement qui ne l'a pas été. Et cette fois-ci, c'est un upset finalement en Big Ten, Illinois qui se déplaçait du côté de Penn State. Donc on parle bien d'Illinois qui joue à l'extérieur. Penn State qui était classé 7e à Lay People. Gus, on en a eu pour je sais pas comment dire ça. En fait, fallait mettre avance rapide sur tout le match et aller jusqu'aux prolongations. Alors oui, Elio, énorme upset d'Illinois qui a battu Penn State 20-18, un bon score de Big Ten, mais comme tu le dis, il fallait attendre la fin du match pour prendre la pleine mesure de ce match, parce qu'il faut dire que il était moche en fait, tout simplement. Les deux quarterbacks, Sitowski et Sean Clifford, se sont blessés pendant le match, les deux jouaient blessés, ce qui a donné en fait une sorte de partie défensive où même si les deux équipes à gratter beaucoup de yards, elles n'arrivaient pas à conclure, d'où ce score de 10-10 à la fin du temps réglementaire, ce qui nous a lancé sur une prolongation. Alors je rappelle vite fait la nouvelle règle des prolongations depuis 2019, parce que vous allez voir cette nouvelle règle des prolongations et son importance. Au bout de la 3e prolongation, en fait, les deux équipes alternent des conversions à 2 points. Et c'est le premier qui réussit, ou du moins le premier qui loupe, ça dépend de quel côté vous vous mettez, qui remporte le match. Et Illinois et Penn State sont allés jusqu'à
qui a la prolongation numéro 9, donc ce qui fait 10 conversions à 2 points consécutifs qui ont été loupées. Et c'est au bout de la 11e, en fait, finalement, que Illinois, sur une passe de Sitowski, a réussi à remporter le match. Bon, donc voilà, un énorme upset face à cette équipe de Penn State, du coup, qui perd son 2e match de la saison après Iowa. Et Illinois, qui semblait, en fait, jusque-là, une équipe plutôt mauvaise, hein. Je vous rappelle les défaites face à Utah, Maryland et même Purdue. Et ils ont battu cette équipe de Penn State. Au-delà, en fait, je pense pas qu'on va continuer sur le match parce qu'en soi, le match n'était pas très intéressant, mis à part ce scénario à la fin du match. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle règle des prolongations, qui, je rappelle, a été instaurée après le 74-72 entre LSU et Texas A&M, je crois que c'était en 2018, c'est une règle qui avait été instaurée pour éviter les matchs trop longs. Et je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'elle sera maintenue ou alors ce match, c'était juste un cas isolé et ça se reproduira plus? C'est un. Je vais te laisser la parole juste après, mais pour moi, rapidement, c'était un cas isolé. D'autant plus que finalement, on s'est retrouvé quand même avec. Enfin, c'était nul, quoi. 2 quarterbacks qui rataient des trucs sur les conversions. Enfin, je suis désolé, c'était inratable. Même Kevin qui jouait à Toulouse-sur-Auge en Régional 10 aurait pu les lancer, là, les touchdowns. Donc, je pense que là, c'est un cas isolé et que cette règle peut être maintenue sans aucun problème. Ouais, je suis comme Elio, je sais que la MLB a fait ça aussi en baseball où quand ils sont en prolongation, ils ont pour ceux qui connaissent un peu le baseball, hein, ils ont un coureur qui est directement en 2e base, donc ça, ils ont déjà fait la moitié du terrain et il y a eu un match cette saison, c'était les Giants contre je sais plus qui, où ils ont réussi à partir en 16 ou 17 manches au lieu de 9 et tout le monde a dit oh là là, finalement ça sert à rien. Non, c'est pas parce que tu as un match dans la saison qui joue comme ça. La plupart des autres prolongations ont duré moins longtemps et on voit que la nouvelle règle a eu l'effet escompté. Donc je pense que c'était plus un cas très très isolé. Et comme tu l'as dit, enfin ils ont raté, il y a 5 prolongations d'affilée consécutives, donc 10 possessions consécutives où les équipes n'ont pas marqué. Ce qui est assez affligeant et je pense que ce sera pas le cas sur le reste des matchs où il y a des prolongations, quoi. En fait, alors c'est situationnel aussi parce que comme l'a dit Gus, les 2 QB étaient blessés, ce qui fait déjà que tes QB sont moins forts avec avec une main en moins que quand ils le sont pas. Et en fait, moi, j'aime pas trop le fait que ça soit des conversions à 2 points parce qu'on est très proche de la ligne d'en but et finalement, ce qu'on peut appeler en termes de jeu, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, je trouve que si on reculait un poil cette ligne-là, je sais pas, sur la ligne des 5 ou des 10 à la place des 25 et refaire des prolongations classiques, entre guillemets, ça pourrait aider. Enfin, en soi, je suis d'accord avec vous, je pense que ça se reproduira pas de sitôt, mais j'aime pas non plus cette règle-là parce que je trouve qu'elle est trop sur un truc très particulier du sport, qui est ces conversions à 2 points sur la ligne des 2 yards, qui est quasiment, enfin des 3 yards, pardon, qui est quasiment un autre sport que quand tu fais une attaque classique, puisque tu as d'autres solutions, quoi. Alors, là où je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai c'est vrai que quand tu appelles des jeux, c'est très restreint quand tu arrives dans les 2 yards. La différence, c'est qu'à 2 yards, tu peux avoir des jeux de course aussi. À 10 yards, tu vas avoir cette spécificité où de toute façon, la défense va même pas défendre la course. Ils vont te rusher 3 joueurs, ils vont mettre 8 en coverage. Tu arriveras au même délire que si tu étais sur les 2 yards au final. Donc, je pense pas que ce soit la solution idéale, encore une fois, hein. Je pense qu'il y a peut-être mieux. J'ai pas forcément la solution, mais j'ai pas envie qu'on se retrouve non plus avec finalement à changer de règle et à se dire bah tiens, faut finir un match pour finir un match et qu'on se retrouve avec le truc NFL, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tant qu'on se retrouve pas avec le truc NFL. Je pense que c'est le principal quand même. Certains se demandent si avec un retour des tailles, enfin des égalités, ça serait pas une bonne chose. En disant concrètement qu'au bout d'un moment, les 2 équipes. Alors, je suis d'accord, mais il y a quelques voix qui sont enlevées à ce niveau-là en disant un retour des égalités, ce qui est plus le cas en college football depuis 96, et donc la mise en place de cette règle des prolongations. Après, pour rappel, hein, c'était ce fameux Texas A&M et LSU qui avait fini en 7 overtime et Joe Burrow était déshydraté sur le bord du terrain. Enfin, ça avait été n'importe quoi. En tout Du cas, coup, Penn State reste dans le top 25. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est honteux, par contre. Exactement.
Mais bon, on va pas démarrer sur le top 25, mais Ils sont bon. 20e. Wake Forest qui se déplaçait du côté d'Army. Wake Forest toujours invaincu, l'équipe d'ACC qui est numéro 16, enfin qui était numéro 16 à LA People. Un déplacement qui pouvait être un upset parce que Army ça joue bien cette année et on a eu le droit à un score qui réunissait 126 points en tout, 70 à 56 pour Wake Forest la victoire. Kev, qu'est-ce que tu as pensé de ce match à l'opposé justement de cette Illinois Penn State finalement Moi quand je voyais les commentaires de ceux qui étaient devant le Illinois Penn State et moi qui étais devant le Army Wake Forest, j'étais aux anges d'avoir choisi ce match. Je voulais voir ce que donnait Wake Forest depuis le début de l'année avec Hartman, leur QB, je voulais voir ce que ça donnait. Et j'ai pas été déçu. Alors la défense de Army, on sait les problèmes qu'ont les académies militaires pour tout ce qui est recruiting. On sait que voilà, c'est toujours un peu compliqué d'avoir de top joueurs, quoi que ce soit. Ils ont pris très 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 cher. Il y a je crois qu'ils mettent Wake Forest met 6 touchdowns de plus de 40 yards. Il y a un moment, j'ai mon stream qui a bugué. Le temps que je revienne, il y avait eu limite 2 TD, quoi. Juste le temps que je relance le stream. Enfin, c'était genre Army marque et Wake Forest il marque sur le premier jeu de la possession suivante. C'était juste du n'importe quoi. Les DB d'Army ont été outmatched par les receveurs de Wake Forest. Ils ont des receveurs qui sont très rapides. Et du coup, ouais, ça a été une vraie boucherie. C'était vraiment drôle. Chose à noter, Army, leur QB était revenu sur ce match-là après une blessure. Il s'est blessé à l'épaule gauche en première mi-temps. Leur QB remplaçant rentre et se blesse sur le deuxième jeu. Donc ils sont obligés de faire jouer leur troisième quarterback. Et en sachant que les deux équipes se rendaient coup pour coup. Et jusqu'à ce que Army se fasse intercepter cette feinte de punt que vous avez sûrement dû voir sur notre compte Twitter. Qui fait que Wake Forest, pour la première fois du match, prend 2 touchdowns d'écart. Et à partir de là, ils ont plus lâché ils ont gardé le break jusqu'à la fin du match, quoi. Le match se finit à 14 points d'écart aussi. Donc c'était un vrai beau match. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et même Army a marqué, je crois, 3 touchdowns à la passe. J'ai pas la stat, mais ça doit faire une plombe que c'est pas arrivé. Et dont je crois qu'ils mettent un TD de plus de 40 yards à la passe. Ils ont un fullback trap de 77 yards. Enfin, c'était un match absolument énorme. Si vous savez pas quoi faire, allez regarder les highlights ou le replay, ce sera vraiment sympathique. Ça a été le plus gros match offensif de l'année, 628 yards en tout, avec seulement 17 minutes de possession. Alors là, c'est une stat complètement loufoque. C'est juste Wake Forest, ils ont des stats qui sont hallucinantes. Ouais, pour Wake Forest, désolé, juste pour donner une sorte de stat loufoque, ils ont inscrit un point toutes les 15 secondes et Sam Hartman donc, qui a lancé pour 5 touchdowns et 458 yards, tandis que son receveur Jacory Robertson en a attrapé 3 des touchdowns pour 157 yards et Wake Forest qui a mis 6 touchdowns de plus de 40 yards, enfin 40 yards au minimum en tout cas. Et qui reste toujours invaincu cette année, donc qui avance à la 13e place dans l'A People. Wake Forest, très 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 surprenant, mais c'est agréable à voir et entendre ce genre de surprise. Alors par contre, il faudra faire attention au Wake Forest parce que leur problématique c'est la run defense. Alors du coup, quand tu as une run defense qui est défaillante, jouer contre Army, ça se ressent tout de suite. Avant de jouer Army, ils avaient 2 matchs consécutifs où ils avaient encaissé plus de 250 yards à la course. Et là, pareil, ils ont mangé cher contre les Knights, ou Golden Knights, je crois. Donc, à voir. Il va falloir qu'ils règlent ce problème s'ils veulent rester invaincus et s'ils veulent avoir des espoirs de New York Six Bowl ou quoi que ce soit. Carlos Bacham revient. Cincinnati, qui était numéro 2 à l'A People, qui se déplaçait du côté de Navy, pardonnez-moi. Et c'est une victoire quand même sur le fil 27-20 de Cincinnati. On sait qu'un déplacement à Navy, c'est jamais trop facile. Alors bon, il y a quand même un relâchement au dernier carton de Cincinnati qui encaisse 10 points et qui en marque aucun. C'est là aussi d'où viennent les points de Navy. En revanche, 10 secondes avant la fin du premier carton, il y a Navy qui se fait bloquer en field goal et qui est retourné de 20 yards. Mais aussi, en fait, 10 secondes avant la fin, je crois, de la mi-temps, Navy se fait bloquer un field goal qui est retourné de 20 yards par Cincinnati. Et Cincinnati marque un field goal de 52 yards juste en on time. C'était la petite anecdote de ce match. On a eu aussi un Syracuse qui se déplaçait du côté de Virginia Tech. Un match très sympa et finalement serré aussi, Gus.
Bah oui, c'était un match serré puisque Syracuse a inscrit un touchdown alors qu'il restait 10 secondes sur une bombe de Garrett Schrader, le quarterback transfert de Mississippi State, pour Damian Alford, l'un de ses receveurs. Et en fait, grâce à ce touchdown, Syracuse a battu Virginia Tech 41-36. Et je trouve que c'est une juste récompense de leur dernier match, puisque je le rappelle, ils ont perdu leurs 3 dernières rencontres de moins de 3 points. C'était face à Clemson, Wake Forest et Florida State. Donc voilà, ça vient en fait rattraper un petit peu ces belles défaites entre guillemets de ces 3 dernières semaines. Et Syracuse a désormais un bilan qui est à l'équilibre. Et je trouve que cette équipe est une belle surprise de cette année. Et le bilan en fait en dit pas tellement sur son niveau. Au niveau de la plage horaire de 21h30, et ça y est, on se décale d'une plage. Oregon se déplaçait du côté de UCLA, Oregon qui était 10e au top 25. Alors on a commenté ce match en direct sur Twitch, Kevin, Ryan et moi. Le match était aussi diffusé en France sur Bein Sport après le Penn State Illinois. D'ailleurs, il a mis du temps à démarrer ce match sur Bein parce que Penn State Illinois mettait du temps en overtime. Kevin, est-ce que tu es content de ce match? Quel a été le résultat pour tes Ducks? Vu que le résultat était 34-31 pour Oregon, je suis content, forcément. C'était sur les 3 premiers quarts-temps le meilleur match de la saison d'Oregon après Ohio State. On attendait un réveil de la part d'Oregon après des confrontations contre Arizona un peu en demi-teinte, alors qu'Arizona est au fond du trou en première division, après de la défaite contre Stanford, après une victoire étriquée contre California. Voilà, on attendait enfin ce gros match, et comme je le disais, Oregon a tendance à se mettre au niveau de ses adversaires. Là, ils ne pouvaient pas arriver au Rose Bowl avec la fleur au fusil, et voilà, ils ont joué un vrai match pendant 3 quarts-temps, où le début a été un peu compliqué parce qu'Oregon était mené 14-0 assez rapidement après un TD sur l'opening drive de UCLA, puis un punt contré à la fin du premier drive d'Oregon. Donc du coup, UCLA était très très vite devant. Mais après, voilà, ça s'est mis en route. On a parlé, voilà, je vous laisserai regarder le replay de notre live commenté si vous voulez, mais je ne vais pas revenir encore une fois sur la défense du CLA qui est si particulière. Mais Oregon est la première équipe cette année, je vais dire avec Fresno State du coup, à attaquer correctement cette défense et à montrer toutes les lacunes qu'elle a, ce qui veut dire du quick game, du petit tracé extérieur, tout simplement de la hook, de la hitch. C'était sympa. Enfin, c'est pas hyper funky à voir, mais au moins c'était hyper efficace. Première fois de l'année que l'attaque d'Oregon inclut tous les receveurs, ce qui veut dire que d'habitude on a du mal à voir que Oregon a une escouade de receveurs. Hein. On était focus sur CJ Verdell, qui était certes un très bon running back, mais on oublie qu'il y a une très bonne escouade de receveurs, et surtout avec 2 freshmen, Troy Franklin et Chris Hudson, qui sont très bons. Donc voilà, ça fait plaisir que l'offense ressemble enfin à quelque chose. Et puis en fait, dans le 4e quart, Oregon menait, que je dis pas de bêtises, je crois 34-17. Oregon menait de 17 points. Et Chris Hudson fait un fumble suite à une réception. Et Anthony Brown, le quarterback, sort 2 interceptions qui sont. J'avais commenté sur le truc de Midnight on Campus, qui sont juste impardonnables en fait. C'est pas croyable qu'après 3 quarts-temps aussi bons de la part d'Anthony Brown, il lâche 2 interceptions aussi scandaleuses que ça. La deuxième, je mettrais un petit bémol, je dirais plus que c'est de la faute du play call. Parce qu'encore une fois, niveau clock management, jamais Oregon ne doit passer la balle à ce moment-là, et surtout en 2e et 9, il va viser la end zone alors qu'on est à 40 yards. Enfin, il y a aucune raison d'aller jouer le TD en double coverage comme ça. C'était incompréhensible. Et UCLA en profite pour revenir. Des petites notes comme ça quand même, c'est que Travis Dye, donc qui est le petit frère de Troy Dye, qui est le running back à plein temps d'Oregon à la suite de la blessure de CJ Verdell, n'a pas couru beaucoup, n'a pas gagné beaucoup de yards, seulement 35, mais en fait il a réussi ce petit record en FBS de marquer 4 touchdowns sur 4 courses consécutives, ce qui est assez impressionnant. Et du coup, l'autre joueur phare de l'autre côté, ça a été celui qu'on attendait depuis un bout de temps, celui qu'on attendait qu'il joue un match complet depuis longtemps, et c'était Kevin Thibodeau, qui a juste dominé le match de la tête et des épaules, qui finit à 9 plaquages, 3 sacs, 4,5 tackles for loss, 6 QB pressure. Ça a été, c'était le Kevin Thibodeau show, quoi. C'était n'importe quoi. On s'attendait pas forcément à ce qu'il joue du côté de Sean Ryan, le left tackle de UCLA, qui est leur meilleur offensive lineman. Il a quand même fait des dégâts face à lui.
le tackle droit, si jamais il avait des espérances d'aller à la draft, n'importe quel scout qui regarde ça se dira bah non, le mec, je prends pas ce mec, même si c'était Kevin Thibodeau en face. Ils ont voulu mettre un tight end en face, pourtant Dulcich est un très bon tight end. Thibodeau, t'as l'impression que c'était une poupée de chiffon en face. Enfin, il a enfin montré sur ce match, son premier match complet, pourquoi il était le prospect pour être number one overall à la prochaine draft. Et donc du coup, avec tous les hits qu'il a mis sur Dorian Thompson-Robinson, DTR sort sur le dingue drive. C'est le petit frère Garbers qui le remplace et Garbers se fait intercepter à 30 secondes de la fin par DJ James qui scelle le match. Malgré tout, c'est un gros match de la défense d'Oregon qui a beaucoup plié mais qui a réussi à ne pas rompre à la fin et c'est quelque chose qui est important. Ça fait 2 matchs consécutifs où ils arrivent à sceller des matchs comme ça à la fin même s'ils souffrent. Donc voilà, là le calendrier est un peu plus calme sur la fin en sachant qu'il n'y a ni USC ni Arizona State dans le calendrier et que il reste Washington, mais qu'on sait que Washington c'est pas vraiment leur saison. Il reste Colorado qui est au fond du trou, Washington State qui fait un bon match sur 3, Utah qui peine aussi beaucoup. Le seul vraie difficulté c'est la Civil War en dernière semaine contre une excellente équipe d'Oregon State dont on parlera un peu plus tard dans l'épisode. Petite chose à rajouter quand même. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'Oregon perd des places à la People quand même à force de faire des matchs de merde. Et là, ils ont profité aussi du fait que Michigan State était en bye week pour leur passer devant. Ils ont gagné 3 places au total, donc ils remontent à la 7e place. C'est pas très juste, je trouve, non? Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, j'ai un gros coup de cœur pour l'équipe de Michigan State de cette année, donc ça me fait chier encore plus. Et pour moi, avec une défaite, même si c'est cette défaite, je ne pense pas qu'on mérite d'être devant une équipe invaincue, une équipe comme Michigan State. Donc après, c'est le problème du vivre dans le moment et tu as une équipe en bye, donc tu réagis plus à ce qu'a fait une équipe sur le week-end que tu viens de voir. Donc bon, après, il faut se dire aussi que la Big Ten a cette particularité que ils ne se sont pas encore tous joués. On en a parlé pendant le Road to Six. Le classement de la Big Ten, moi, ça me dérange pas que Michigan State il soit classé donc 8e au lieu de 7e devant Oregon, parce que là, ils auront le temps de vous rattraper. De toute façon, étant donné qu'ils se jouent tous, il y aura maximum pour moi 2 équipes dans le top 10 de la Big Ten. Ce week-end, il y a Michigan State. Voilà. Déjà avec Michigan State, ça va écrémer un peu. Ils se jouent tous plus ou moins entre eux pendant les 4-5 dernières semaines de la saison. Donc je pense que c'est pas grave si dans l'instant T ils sont surclassés, sous-classés. On sait qu'en fin de saison, de toute façon, ils vont tous s'entretuer, donc ça écrémera tout ça. Kevin, profite un peu, c'est quand même une jolie victoire UCLA, ils étaient quand même donnés gagnants. Oui. Vous êtes mené 14-0, vous revenez dans le match, c'est quand même non, c'est pour ça que je te dis, jolie victoire. Je suis vraiment content de la réaction de l'équipe. Encore une fois, je mets un gros accent sur le coaching, sur Mario Cristobal qui pour moi est un excellent coach. Un excellent head coach, tous les assistants aussi, que ce soit le coach Mirabal dont j'ai parlé, le coach de la O-line, que ce soit Salavea en D-line, il y a vraiment un très très bon groupe de coachs, les joueurs sont très bien coachés et je suis content que les matchs pleins arrivent. Enfin, ça prouve que cette équipe est capable de jouer. Tu vois, c'est pas genre il y a que Oregon State, c'était pas une erreur et ils arrivent à le prouver sur ce match. Et puis tu regardes, si t'enlèves le début complètement galère, vous leur calez un 34-3 quoi. Oui, c'est ça. Donc en vrai, je suis vraiment content. Et surtout, alors on parle beaucoup de Thibodeau, hein, à juste titre, mais la défense fait un énorme match. Que ce soit Michael Wright, le cornerback, ou le cornerback dont on parle moins d'habitude, mais qui là claque 2 interceptions, donc DJ James. Veron McKinney, le safety, fait un très bon match. Steve Stevens, qui a été target habituellement parce que il n'est pas starter et tout, là, qui fait un très bon match. Noah Sewell, est-ce qu'on a besoin de parler de Noah Sewell? Là en D-line, il y a Dorlus aussi dont je parlais qui s'est révélé et qui arrive à mettre de la pression aussi. Donc il y a une très très bonne défense. Chose à noter aussi, gros big up pour Brian Walk, qui est le 3e centre de l'équipe qui est rentré après la blessure du backup d'Alex Forsythe en début de match, qui a fait, je pense, le match de sa carrière. Il est arrivé comme ça en plein match. Il a fait vraiment un match de folie. Il a ouvert des gaps, notamment sur le 3e TD de Travis Dye, qui est absolument énorme. Il est parti se battre pour aller. C'est lui qui fait le plaquage sur le fumble de Chris Hudson. C'est lui qui évite le touchdown défensif de UCLA. Il recouvre un fumble sur le punt contre. Enfin, c'est lui qui recouvre le fumble sur le punt contré, pareil, qui évite le touchdown de UCLA. Enfin, il est
on parle pas souvent des O-line en dehors du draft process, en gros, de ce qu'ils sont capables de faire ou quoi que ce soit. À noter parce qu'il fait un match monstrueux et notamment pour un troisième centre, c'est quelque chose à noter. Eh bien, très très bien. Du coup, désolé, on se situe cette fois-ci du côté de la SEC avec LSU qui se déplaçait du côté d'Ole Miss qui était classé 12e et c'est une victoire 31-17 d'Ole Miss avec déjà un petit événement, le maillot d'Eli Manning qui a été retiré du côté du Mississippi. Voilà, ancienne légende, hein, Eli Manning avant d'aller du côté des Giants de New York. Et Tu veux dire qu'il n'y a plus aucun Manning qui portera le maillot de Ole Miss, c'est ça? Oh, tu commences. Parce que c'est vrai que dans les tribunes, il y avait Arch Manning, le jeune, donc le neveu de Peyton et d'Eli, qui est le meilleur quarterback de sa génération au lycée pour l'année 2023 et qui hésite entre plusieurs facs, dont Ole Miss. Donc il était en visite officielle pour Ole Miss. Il a vu le maillot de son tonton être retiré. Voilà, donc pour la petite anecdote, au niveau du post quarterback, justement, on a eu un match quand même efficace de Matt Corral, le quarterback star d'Ole Miss, un des frontrunners au Heisman cette année, qui a lancé 185 yards, dont plus de 24 yards par passe et un touchdown. Voilà. Et on a eu aussi un beau match de running back, Snoop Connor, qui a couru pour 117 yards. La défense d'Ole Miss a enfin fait un bon match. DJ Durkin a un petit peu réveillé ses troupes avec 5 sacs, 5 tackles for loss, une interception et 4 fumbles. Ça a été un petit peu catastrophique pour l'attaque de LSU qui a fait jouer deux quarterbacks, Mac Johnson et Nussmeier. LSU aussi qui avait vu leur running back Darius Price battre le record de la fac au nombre de yards sur un match la semaine dernière. Eh bien, cette fois-ci, ça n'a pas été du même acabit. Davis Price qui n'a seulement couru que pour 53 yards en portant 17 portées. Ole Miss qui passe 10e à l'AP et qui entre dans le top 10 pour la première fois depuis 2015, la fameuse saison où ils battent Alabama et vont au Sugar Bowl contre une certaine équipe d'Oklahoma State. Et en parlant de cette équipe, on avait ce gros match qui voyait s'affronter Oklahoma State du côté de Ames dans l'Iowa. Oklahoma State se déplaçait du côté d'Iowa State. Les Cowboys qui étaient classés 8e à l'AP. Baptiste, en whisky? Il faut vraiment que j'en parle de ce match-là. Donc avant de commencer, c'était quand même un super match. Alors, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Et alors, mon avis un peu biaisé fait que on a tendance à réagir quand l'équipe gagne, c'est un beau match. Quand l'équipe perd, c'est un mauvais match. Mais c'était un super match de college football avec deux équipes, je trouve, d'un niveau à peu près équivalent, avec à peu près les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc, je pense, pour l'observateur extérieur et neutre, c'était à mon avis un super match. J'avais dit dans la preview que je pense que le nerf de la guerre, ça allait être les jeux au sol, les deux équipes face aux défenses. Et ça a été le cas parce qu'en fait, les deux équipes ont eu du mal à mettre en place leur jeu au sol. Brice Hall court à peine à 3 yards par carry et il a une longue course dès le début de la deuxième mi-temps. Mais en dehors de ça, c'est que des courses de 2-3 yards. Donc de ce côté-là, le front 7 d'Oklahoma State, front 6 d'Oklahoma State, a fait de l'excellent travail. Mais de l'autre côté, le front 7 d'Iowa State a fait aussi de l'excellent travail, et notamment Will McDonald de Forth, qui sort un match de mammouth, 2 sacs, 2 tackles for loss, 2 QB, enfin partout. Voilà, un excellent travail. Il a posé énormément de soucis à la ligne offensive des Cowboys, qui est un peu retombé dans ses travers, pour être tout à fait honnête. Jalen Warren a été moins bon que les autres sorties, mais bon, voilà, c'était une très grosse défense. Et donc finalement, ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, c'est les receveurs. Hutchinson et Collard ont été très bons, notamment grâce à Brock Purdy, qui a été énorme. Il sort un match hyper clean. Voilà, on retrouve le Brock Purdy qu'on connaissait sur ses années freshman et sophomore. Voilà, très peu d'erreurs. Il est à 27 sur 33. Enfin, déjà, regardez les stats pour 307 yards, 2 TD. Enfin, c'était nickel, quoi. Il a fait beaucoup de slants, des choses comme ça pour faire avancer, pour trouver surtout souvent Collard et Hutchinson. Mais c'était vraiment très très joli.
Et donc voilà, vraiment du très beau travail de Purdy, à qui on reprochait, vous vous souvenez, de pas beaucoup progresser. Et là, je pense qu'il a fait taire ses détracteurs dans le plus gros match qu'a joué Iowa State depuis le début de la saison, si je mets de côté le match contre Iowa, bien sûr. Voilà, c'est à mettre à son crédit. Il a été beaucoup critiqué et je pense que voilà, il a remis l'église au centre du village, comme on dit, et il montre pourquoi il est QB titulaire de Iowa State depuis maintenant 4 saisons. Et Baptiste, Oui. et ça fait du coup, comme l'an dernier, en fait, mauvais début de saison, mois de septembre un peu dégueulasse, et sur la fin du mois d'octobre, il se remet en jambes. Ils sont jamais aussi forts Iowa State que dans des conditions comme ça. Je pense que le statut de favori, ça leur convient pas du tout. Il y a trop de pression, ils sont pas habitués à ce genre de truc. Mais quand ils sont under the radar, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, c'est là où ils sont les plus forts. C'est là où, où Matt Campbell, il a plus le buzz autour de lui, il peut coacher comme il a envie de coacher, il a encore fait un excellent boulot. Enfin, vous connaissez mon amour de Matt Campbell, hein, donc c'était un super match, c'était très bien coaché de la part d'Oklahoma State aussi, même si la défense a eu un peu plus de mal, et on savait qu'au bout d'un moment sur un match, quand la défense allait avoir un peu plus de mal, ça va être un petit peu compliqué, avec une attaque qui a eu du mal au sol. Au niveau de la passe, ça a été plutôt bon par contre, hein, du côté des Cowboys, notamment sur le quatrième quart-temps, avec notamment un Brennan Presley qui a été extraordinaire. Ce TD là où il saute par-dessus deux defensive backs alors qu'il doit faire 1,70. Enfin, c'était absolument superbe. Je vous conseille d'aller voir le TD. Et T. Martin aussi a fait une jolie réception pour une réception pendant NFL à mettre à son crédit. Donc c'était les deux meilleurs receveurs ont fait le taf. Spencer Sanders a été bon. Voilà, ça fait parmi de ces matchs-là. Il a été au rendez-vous. On peut pas lui en reprocher. Donc voilà, deux équipes à niveau équivalent. Et quand c'est comme ça, il suffit de pas grand-chose pour faire basculer un match. Alors, j'étais très énervé sur le call des arbitres en toute fin de match, hein, sur une 4-2 où Brennan Presley semble passer la ligne, mais ils disent qu'il est court. Et avec les caméras, on ne sait pas trop. Enfin, pour moi, il a passé la ligne, mais encore une fois, D'ailleurs, parlons des Oui. caméras, Baptiste. Il n'y avait qu'un angle de caméra. Ouais, c'est vrai. Ça me Et paraît bizarre. c'est vrai que c'est assez aberrant qu'en 2021, sur un match aussi important, on est sur la Fox en plus, hein, qui est une chaîne nationale, on est un seul angle de caméra sur une action aussi décisive qui peut faire basculer le match, hein, qu'on soit très clair et même la saison, hein, des Cowboys. Donc voilà, c'est un petit peu rageant, mais ce qui est encore plus rageant, c'est le field goal loupé de 30 yards, c'est le field goal loupé de 48 yards. Là, ça c'est du concret, et voilà, s'il y avait eu les deux field goals, on n'en parlait plus. Voilà, donc dire que c'est la faute des arbitres, c'est un peu simple. Oui, c'est rageant, mais du côté de Iowa State, il y a aussi un TD enlevé à Hutchinson pour un taunting qui est complètement débile, du même niveau que le kicker de LSU il y a quelques années. Alors je sais plus son nom, qui avait mis un TD comme ça et qui avait été sur un fake field goal et qui avait été annulé pour un taunting. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'était un super match. Après, voilà, il y a 10 ans, Iowa State a mis fin aux espoirs de titre d'Oklahoma State un vendredi soir. Cette année, alors qu'on soit très clair, je pense que l'équipe d'Oklahoma State de cette année est moins talentueuse que celle de 2011, mais en tout cas, ça met un coup d'arrêt à la belle dynamique d'Oklahoma State. Maintenant, il faut se relancer. Tout est encore ouvert en Big 12. Il y a donc Oklahoma qui est premier, mais derrière, il y a un petit trio là, qui est égalitaire avec Iowa State, Oklahoma State et Baylor. Oklahoma State a déjà joué Iowa State et Baylor, donc de ce côté-là, c'est bon. Il ne reste plus qu'Oklahoma. Oklahoma a encore les trois autres gros à jouer, plus Texas qui reste derrière. Ça va être ce mois d'octobre, fin d'octobre, début novembre, va être hyper sympa à suivre en Big 12, qui est probablement, avec la Big 10, peut-être la conférence la plus intéressante à suivre en termes de dramaturgie sur en tout cas qui va la remporter. Et petite anecdote pour Matt Campbell, ça y est, c'est fait. Il a battu toutes les équipes de la Big 12 à domicile et à l'extérieur, ce qui est quand même plutôt sympa quand on coach Iowa State. Donc voilà, j'ai ragé assez vers 1h du matin et la nuit de samedi à dimanche. J'ai fait mon mea culpa. J'ai analysé un peu plus froidement le match. Voilà, ça fait toujours un peu chier de perdre, mais bon, quand perdre contre une équipe qui est de son niveau équivalent, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Contre Baylor c'est passé, là c'est pas passé, c'est comme ça quoi. Donc voilà, il y a un match contre Kansas, le homecoming la semaine prochaine. Il faut se remettre les idées en place. Tout est encore open. Il y a une place. Alors college football playoff ça va être compliqué, mais un bowl du Nouvel An, c'est tout à fait possible. Donc voilà, il faut qu'on y croie. Et puis voilà, et si on doit rejouer Iowa State en finale de conf, on rejoue Iowa State avec grand plaisir. D'ailleurs, les Cyclones qui refont leur entrée, et c'est bien normal dans la People, puisqu'ils rentrent à la 22e place. Matt Campbell qui aura bientôt l'occasion de battre toutes les équipes de la Pac-12.
Du côté de l'ACC, Clemson qui se déplaçait à Pittsburgh. Pitt qui était 23e à l'AP Poll. Et là, est-ce que tu appelles ça un upset ou pas, Augustin? Alors, c'est compliqué. Tout dépend de ce que l'on considère comme un upset. Est-ce qu'un upset, c'est battre une équipe qui est mieux classée que toi? Ou est-ce qu'un upset, c'est battre une équipe selon les cotes en fait, des bookmakers? Donc, moi, dans ma tête, oui, c'est un upset parce que c'est la plus grosse défaite de Clemson en ACC depuis 2014. Je parle en termes de marge. C'était une défaite face à Georgia Tech, cette fameuse défaite en 2014. Alors, quelle est la recette de ce succès de Pitt? Alors, on sait que Pitt, depuis quelques semaines, est l'équipe réellement en forme. Ça tient à deux arguments principaux. La première, c'est une défense dominante, notamment un pick six sur une cheval pass de DJ Ugalele qui a été du coup transformé en touchdown. Et ce même DJ Ugalele, suite à cette action, a été benché par Dabo Swinney et remplacé par Tyson Pochaman ou Ponman-Chan. Bon, encore des noms hyper compliqués du côté de Clemson. Qui a donc pris sa place, mais qui n'a pas été meilleur. Donc voilà, ça c'est la première raison, c'est défense dominante. Et la deuxième, c'est Kenny Pickett, qui a encore été exceptionnel avec 302 yards et 2 touchdowns. Toujours des bons choix, ça fait très peu d'erreurs. Il a un bras canon. Heisman. Et voilà, justement, Baptiste, c'était un Heisman moment. Même si Clemson n'est pas classé, même si Clemson, avant ce match, était à 2 défaites pour 4 victoires, si je ne dis pas de conneries, tu bats Clemson, tu bats une équipe qui roule sur la SEC depuis maintenant 6-7 ans. Donc voilà, c'est un Heisman moment. Et pour répondre à ta question, Elio, c'est un upset. Il a battu le record de complétion à Pitt, 879, et il est plus qu'à un seul TD de battre le record de l'école détenu par Dan Marino. Hein. Dan Marino est un punter. Et aussi, petit aparté, j'aimerais revenir un petit peu sur ces performances de Clemson. Loin de moi l'idée de les excuser ou de leur dire que c'est normal de perdre. Non, ce n'est pas normal quand tu es Clemson, quand tu as un coaching staff aussi fort et des recrues aussi bonnes. Mais depuis le début de l'année, ils doivent composer avec un nombre de blessures qui est exceptionnel. J'ai une liste en dessous de mes yeux. Depuis le premier match de la saison face à Georgia, tu as littéralement toute l'équipe qui a subi une blessure. Là, pour vous citer quelques noms, Andrew Bruce Jr., Brian Breezy, Kobe Pace, Will Shipley, Skolski, Spector, Nolan Turner, Jack Venables, Edgy Williams. C'est que des joueurs titulaires et des joueurs qui sont importants dans cette équipe. Et il faut dire qu'ils ne sont pas du tout aidés par l'infirmerie. Ce qui leur donne un bilan de 4-3. Oh putain, ça va faire longtemps que Clemson n'a pas été en 4-3. Hein. Je pense que Dabo Swinney n'était pas entraîneur, même sa première année. Et Pitt, eux, ils filent vers un bilan de 6 victoires pour une défaite. Ça grimpe pas mal à les people. Si Kevin, tu peux me confirmer à quelle place ils sont. Et bah. 17e, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont passés 17e, ils ont gagné 6 places. Voilà, ils passent 17e, 6 places, c'est mérité. Et maintenant, leur objectif, c'est d'aller chercher cette finale de l'ACC. Il y a la place. Wake Forest n'est pas à l'abri de perdre. Donc voilà, on se méfie de Pitt, qui est une équipe prétendante pour un New Year un bowl du Nouvel An, pardon. Je voudrais, avant qu'on parle du Cougar Bowl, du coup, tu parlais du Iceman Moment de Pickett. Regardez son premier touchdown. C'est une passe dans la course sur un roll à droite qui est juste magnifique sur 35, peut-être 40 yards dans les mains de son receveur, qui est assez impressionnant. Et deuxième chose, et qui m'a grandement surpris, surtout vu la D-line de Clemson, c'est la capacité de la O-line de Pitt à ouvrir des gaps, qui m'a relativement surpris sur les highlights. J'étais agréablement même surpris de voir une O-line performer autant contre la grosse D-line de Clemson. Ouais, non, mais c'est ça surtout, c'est qu'en face, la D-line, c'est pas des peintres. Hein. C'est ça, donc comme quoi leur équipe, et en plus, tu as dit, l'un de leurs points forts, c'est aussi l'attaque, donc la défense, pardon. Donc quand tu accumules ça, bonne défense, QB qui est dans les conversations pour le Iceman, une O-line qui trouve des gaps pour des bons running. Un super receiver avec Jordan Addison. C'est une recette pour le succès et c'est cool pour Pitt. Moi, personnellement, je les vois en finale de la SEC. Et du coup, j'en profite, on va tous s'excuser auprès de Guillaume, qui a mis un bilan de malade dans sa preview de Pitt à l'avant-saison. On s'est tous foutus de sa gueule, mais là Guillaume, tu as été visionnaire, bravo.
Ouais, mais ça compense le 11-1 de Florida, c'est bon. Oui, voilà, ouais, on va pas s'excuser à cause de ça. C'est D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit, c'est une Florida, montre, Georgia, la semaine prochaine. une Oui, c'est montre cassée. Ouais, même une montre cassée à raison de 2 fois par jour, c'est ça? 2 fois par jour, c'est ça. Et pour le coup, Pitt a déjà eu son match un peu foiré là contre c'était Western Michigan où ils prennent la sauce. Enfin non, ils perdent pas la sauce, mais ils perdent contre une équipe un peu plus faible. Donc ils ont déjà eu ce match un peu what the fuck. Donc je pense ils vont être donnés favoris sur le reste de leurs matchs cette année et c'est tout à fait possible de voir Pitt à un bot du Nouvel An par exemple. On espère, en tout cas, on espère. Cette année, c'est l'année pour les équipes pas les plus connues, on va dire, pas devant la scène nationale, c'est leur année un petit peu pour accéder à ce genre de bowl, ou en tout cas se mettre en avant. Après, pour rappel, Pitt, ça reste un programme assez historique du college football. Ils ont 4 ou 5 titres nationaux, si je dis pas de conneries. Enfin, je revois les stats. Mais voilà, ces dernières années, c'était beau. Mais ces dernières années, c'est un petit peu plus compliqué. On est bien d'accord. BYU qui se déplaçait du côté de Washington State, pardonnez-moi, pour le Cougar Bowl, justement, comme le disait Kev. Et c'est une victoire sur le fil de BYU, 21-19. Et les Mormons qui battent la 4e équipe de leur calendrier Pac-12. C'est la première fois que ça arrive, qu'ils battent 4 équipes du Power 5 dans la même saison. En face, Washington State a quand même réussi à accrocher BYU. Washington State, on ne le dit pas assez, mais ils sont à 4 victoires, 4 défaites. Ils ne sont pas si mauvais que ça selon la qualité de leur effectif. Et surtout que ce match, il intervenait juste après le départ de leur head coach, Mikrolovic, donc, qui a été viré car il n'était pas vacciné contre le Covid-19. Voilà, on ne reviendra pas dessus, on en avait déjà parlé. Et BYU qui réintègre le top 25 à la 25e place. On passe au planning de 1h30 du matin. Alors là, c'était pour les plus vaillants. Il y avait un petit et un gros, surtout, je sais pourquoi j'utilise le terme petit, USC Notre-Dame Gus. Notre-Dame qui était classé 13e à l'APpoll. Non, tu as raison de faire ce petit lapsus parce que ça devrait être un gros match, mais au final, il n'y avait pas de College Game Day à South Bend, alors que les années précédentes, ça a quand même été un des principaux rendez-vous annuels du college football. USC qui vient de perdre, en fait, qui vient de virer son head coach Clay Helton, qui a été remplacé par le coach et cornerback Dante Williams, et Notre-Dame qui, malgré sa série de victoires, malgré ses victoires, son bilan de 6-1, est une équipe qui n'impressionne pas. Donc voilà, ça a été un petit peu un match, on va dire, je ne vais pas dire under the radar, parce qu'un USC Notre-Dame, c'est une des plus grandes rivalités du college football, donc ça ne peut pas être under the radar, mais il avait moins d'intérêt que les années précédentes. Et j'aimerais faire une petite aparté là-dessus, parce que je trouve que c'est très important pour comprendre le monde du college football et la façon dont les équipes recrutent. C'est le genre de match. Chaque équipe a un match chaque année où, que ce soit l'équipe de communication de la fac, que ce soit les coachs, mettent le paquet pour attirer les recrues. Là, il y avait des dizaines de recrues sur notre campus, plein de 5 étoiles, de 4 étoiles très haut classées. Et en fait, le but de ce match, c'était de leur en mettre plein la vue. Bon, ça a été le cas sur le terrain après, je vais y venir. Mais surtout avant, il y a eu un spectacle visuel, sonore qui était assez incroyable avec le stade, une chose qui n'était jamais arrivée en fait, dans l'histoire du programme, d'après mes souvenirs. Le stade qui s'est éteint et tout le monde avait son flash de téléphone allumé sur Turn off the Lights de Kanye West. Il y avait aussi des Chase Claypool, Jérôme Bettis, la légende des Steelers qui était à Notre-Dame, Zach Martin ou encore Tyler Eifert. Bref, c'était que des arguments, des sortes de petits cadeaux qu'on offrait aux recrues pour les attirer. Vous trouvez ça bien ou pas, mais c'est ce qui marche pour essayer d'avoir des meilleures recrues. Au niveau du match, USC n'a pas existé. Notre défense a encore été dominante. Seul bémol, c'est qu'on n'a pas réussi à arrêter Drake London. Mais Drake London, quel joueur, putain. Il nous a presque mis 200 yards, 15 catchs. Kaden Slovis, il fait que le lancer sur lui. Mais dès qu'il a le ballon, il avance. Il a un gabarit de malade. En fait, il se défait tellement facilement des cornerbacks. Et même quand il est pris par un cornerback, il continue à avancer tellement le gap de physique est important. Donc voilà, Drake London, c'était mon petit point de draft. Lui, s'il n'est pas au premier tour, parce qu'il est seul. C'est un truc. Ouais. C'est un truc de fou. Lui, il est vraiment trop fort. Non, mais toujours double cover, tout ça. Ouais. Non, mais oui.
double cover, tout ce que tu veux, il attrape le ballon quand même et il avance de 10 yards. Bon, ça m'a un peu énervé, mais voilà, il était trop seul à USC en attaque, bien que Keontae Ingram, le transfert de Texas, a fait un bon match. Notre jeu à la course, Kyren Williams, son meilleur match de l'année. Et je vous publierai sur Twitter une vidéo de ses actions. Il a été mais juste incroyable. En fait, on l'a retrouvé dans tous les aspects du jeu où il surdomine, c'est-à-dire ses petits cuts, cette façon de se démarquer, de réussir à éviter les gros hits des défenseurs adverses. Il a un sens du timing et de l'évitement qui est tellement incroyable qu'en fait, il a totalement marqué la rencontre de son empreinte. Au tableau des mauvaises nouvelles, il y a Kyle Hamilton qui s'est blessé. Pendant un moment, on a cru que c'était les croisés, mais ça a l'air d'aller pour l'instant. On est en attente des résultats de son IRM. Mais bon, ça devrait aller. Je pense pas qu'il devrait louper trop de matchs. Le cas échéant, moi je serais complètement abattu de ne plus le revoir à Notre-Dame. Ce qui donne une victoire des Fighting Irish 31-16, voilà, qui enfonce encore un petit peu plus USC. USC qui est à 3 victoires pour 4 défaites, si je dis pas de bêtises, et Notre-Dame est à 6 victoires pour une défaite. Nous affronterons North Carolina, toujours à 1h30 la semaine prochaine. Il y a du taf à USC, hein. Bonne chance pour le nouveau head coach, hein, parce que là, ouf. Ouais. Bah écoute, moi, si USC peut galérer encore quelques années, je prends. James Franklin va avoir du mal. Hein. Et je vérifiais au passage d'ailleurs. Moi aussi, je prends. Je vérifiais au passage d'ailleurs les offres qu'avait reçues Drake London à la sortie du lycée. Il y avait Notre-Dame également. Et je crois que c'était. Vous étiez l'équipe la plus grosse avec USC à lui proposer scolaire. Ah mais dis-toi que toutes les recrues de Californie, mais quasiment toutes les recrues reçoivent des offres de USC et Notre-Dame. C'est là où on va chercher le plus de joueurs. Et à chaque fois, les joueurs, quand ils font leur top 3 sur Instagram ou sur Twitter, tu as toujours USC et Notre-Dame et une troisième équipe. Mantiteo, c'était comme ça. Voilà, bref. Du côté de la Big Ten, de nouveau, on a eu un blowout. On s'en doutait bien. C'était Ohio State qui se déplaçait du côté d'Indiana. Ohio State qui était classé 5e à l'AP Poll. Les Buckeyes n'ont absolument pas tremblé. Après avoir été menés de 7 points au premier quart-temps, enfin durant le premier quart-temps, ils ont gagné ce match 54-7 avec encore une fois des touchdowns du rookie Trevelyan Anderson, le running back, 2 touchdowns. CJ Stroud qui a bien pris sa place de quarterback titulaire, qui a réalisé un excellent match, je crois qu'il a mis 4 touchdowns. D'ailleurs, Ryan Deck en a profité pour faire jouer les remplaçants, les quarterbacks Jake Miller et Kyle McCord qui ont aussi lancé plusieurs passes. C'est sincèrement Ohio State à l'heure actuelle une des équipes les plus impressionnantes du pays offensivement à mes yeux et aux yeux de tout le monde dans le podcast, on avait parlé en off. Et sur les 156 derniers plays qu'ils ont joués offensifs, ils ont scoré 150 points. C'est absolument extraordinaire. Indiana, en revanche, n'a inscrit aucun point à partir du deuxième quart-temps. C'est une saison désastreuse pour Allen et ses Outsiders qui sont à seulement 2 victoires pour 5 défaites. Après une très bonne saison l'année dernière, ça fait mal. Ça fait très très mal la chute. On avait aussi en sec Tennessee qui se déplaçait du côté d'Alabama. Comme vous en doutez, Alabama a remporté ce match 52-24. Alabama qui était placé à la 4e position à l'AP Poll et qui passe à la 2e, c'est ça? Ouais, ils sont 2e là, Alabama, depuis le nouvel AP Poll. 3e. 3e, je crois. Cincinnati est resté 2e quand même. D'accord, ça m'a fait peur. Ils sont juste passés devant Oklahoma en fait. D'accord. Bref, Alabama donc qui ont remporté ce match. Tennessee quand même qui aurait pu prendre plus mais qui s'est bien battu. Faut mettre ça en avant avec 3 touchdowns notamment de Hooker, leur quarterback. Faut louer le jeu qui est proposé par Josh Heupel depuis le début de l'année avec une équipe qui a subi pas mal de turbulences ces derniers temps. Donc voilà, c'était quand même un match de rivalité. Il y avait 14-7 pour Tennessee à la fin du premier quart-temps. Puis ensuite, Alabama, le grand réveil. Brian Robinson, le running back d'Alabama, qui a inscrit 3 touchdowns pour 107 yards à la course. Voilà, Bama qui a littéralement trouvé son rythme de croisière avec on sait qu'il y avait tout ce renouvellement après la draft à faire. Et là, ça se passe plutôt bien. Il y a peut-être eu un réveil après, notamment le fracas face à Texas A&M. Ils seront en bye week. Ouais, le réveil, moi je suis pas hyper convaincu.
Tennessee, c'est chiant. On en avait parlé lors du 1-2-6 et je sais plus. Je crois que c'est toi, Kevin, qui avait dit que probablement il resterait très proche pendant 3 quarts temps avant d'imploser. C'est grosso modo ce qui s'est passé. En effet, ouais. Mais mais honnêtement, moi, je suis inquiet enfin inquiet entre guillemets. Hein, ça reste une équipe qui est forte, mais c'est quand même 1 ou 2 tons en dessous de Georgia et un ton en dessous des Buckeyes, vu ce que montrent les Buckeyes en ce moment. Tennessee, c'est pas si fort, ils ont eu quand même du mal et je pensais que ça allait être plus simple que ça pour Bama, donc attention quand même. Hein. À voir comment se passe la fin de saison, mais en tout cas, on risque bien de retrouver, vu les people, on risque bien de retrouver un peu toutes ces équipes que tu nous as citées dans le carré final. On avait. Ça serait quand même triste hein, de se taper un Final Four avec Bama, Ohio State et Georgia après une saison pareille. Ouais. Et Oklahoma, si ça se trouve. Voilà. Ouais. Oh, non, mais honnêtement, si on a les 4 mêmes, vu comment ils jouent bon, à part Georgia, hein. Mais vu comment joue Oklahoma, moi ça me dégoûterait déjà qu'ils soient en playoff. Mais alors, si on a encore les 4 mêmes, parce qu'ils sont encore là et on sait jamais. Oui. Une défaite de Cincinnati un peu dégueulasse, c'est vite arrivé. Hein. Ouais. Bring back the BCS. NC Je State. sais plus quand est le premier classement d'ailleurs du comité, c'est la semaine prochaine, Ouais, hein, c'est ça. Hein. ça Ouais, doit c'est la pas semaine tarder, je prochaine. pense. On fera un live sur Twitch pour réagir au Un top live 25 en bagarre. fait, du Un comité. live bagarre, disons-le Un comme live ça. bagarre, ouais. Bah, de toute façon, si Guillaume voit pas Florida dans le top 4, il va gueuler. Donc, On n'en parle même pas sur cet épisode de Florida. Poubelle. NC State qui se déplaçait du côté de Miami en ACC. NC State qui était classé 18e à l'A-People. Gus. Et là, Bah, Mani Diaz. non, mais NC State a perdu face à Miami. Alors, cette défaite a un impact puisque NC State était premier ex-aequo avec Wake Forest de l'Atlantic Division. C'est la division de l'ACC où il y a Wake Forest, NC State, Clemson et Florida State notamment. Et en fait, cette défaite, mais complètement bête, les sort un petit peu du jeu pour aller chercher la finale de conférence. Et Miami, en fait, a montré sur ce match un très très bon visage en outre, notamment comment il s'appelle, leur quarterback Tyler Van Dyke, celui qui remplace Derrick Henry, qui a fait un très très bon match, 325 yards. Derrick King. Arrivé, J'ai dit quoi, Derrick Henry, tout va bien pour lui. Ah, j'ai dit Derrick Henry. Ah, bah, Ça, c'est parce que Derrick Henry fait des passes en NFL. Mais Maintenant, voilà, tout le monde c'est pense ça. qu'il est QB. C'est parce qu'il a lancé une passe hier lors de la red zone. Non, mais voilà quoi. Il a fait un gros match avec 325 yards et 4 touchdowns. Miami, pour une fois, a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Bon, même si à la fin c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, je dirais pas que tu puisses construire sur cette victoire, mais battre NC State, c'est pas évident, surtout le niveau affiché cette année par Devin Leary et son équipe. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Jeffrey Mba était au match. Il a fait sa visite officielle ce week-end. Et vous pouvez trouver sur notre Twitter quelques photos habillées en Hurricanes. On avait parié. Ah bah si, pendant on le va 1-2-6. parler de Florida, parce que Jeffrey Mba vient de recevoir une love de Florida. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et nous, on avait parié que Jeffrey Mba, pendant le 1-2-6 de samedi dernier, que Jeffrey Mba ira à Michigan. On verra. On verra. Mais en tout cas, il a des sacrées offres. Encore une fois, félicitations à notre Français. Utah qui se déplaçait du côté d'Oregon State en Pac-12. Kevin, tu as 2 petits mots à dire parce que là, pareil, upset ou pas upset, c'est Non, c'était selon pas la un- position à laquelle Non, on se non, non. place. En vrai, quand on voit les saisons des Utes et des Beavers, c'est clairement pas un upset, je pense. Je sais pas où en était le spread, hein, mais Utah est en difficulté cette saison. Oregon State est l'équipe surprise de la Pac-12. Oregon State qui s'appuie encore sur une O-line comment dire, qui est monstrueuse, mais de manière très surprenante. Encore une fois, on parlera du déficit de talent intrinsèque à Corvallis sur un BJ Baylor qui est, on n'en parle pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de bons running backs cette saison. Je parle des Corum, des Kenneth Walker, des Charbonnet, des Bryce Hall, mais BJ Baylor, c'est un très très bon running back, un excellent running back. Et je sais pas où il en est dans ses années d'éligibilité, mais s'il est en draft cette saison, ça peut être un très très gros style. Chance Nolan, toujours bon, toujours présent dans ce qu'on lui demande. J'aime bien cette équipe d'Oregon State et très clairement c'est la seule qui me fait peur en Pac-12 North pour Oregon.
Et j'adore les voir jouer. Très honnêtement, ils sont très très agréables à voir jouer. On voit des ajustements de semaine en semaine offensivement et tout, c'est hyper agréable. Et Go Beavers, du coup. Ça m'arrive pas très souvent depuis que je suis dans le football US de dire Go Beavers. Mais honnêtement, c'est une équipe qui est très très agréable à voir jouer. Le head coach, il a joué une 4e et 6 à 3 minutes de la fin alors que les mecs menaient de 8 points. Des trucs improbables. Enfin, je sais pas, tu punts avec ton QB, tu tentes un field goal de loin ou tu. Non, les mecs, ils ont des couilles, ils sont pas là pour rien foutre sur le terrain. C'est agréable à voir jouer et voilà, c'est une très très bonne équipe, Corvallis. Et tu as raison de parler de Jonathan Smith, hein, c'est un des entraîneurs les plus sous-cotés du pays et aussi un des moins bien payés dans le Power 5. Je crois qu'il émerge à 2 millions, c'est beaucoup moins que la plupart de ses concurrents ou plutôt de ses collègues. C'est clair. Et BG Baylor, je viens d'aller vérifier, Kevin, il est redshirt junior. Donc voilà, il a encore une année il est potentiellement éligible pour la draft. Ouais, éligible pour la draft. Okay. Ouais, bah t'es éligible dès que t'es redshirt sophomore. Gus, un petit Nevada Fresno State, un petit Matt Corral. Carson Strong versus Jake Haener. Bah ouais, c'est un duel de deux super quarterbacks. Et c'était un match très sexy, hein, le Nevada Fresno State. Mais de toute façon, d'une façon générale, les matchs de Mountain West sont hyper sexy, comfy, dédicace à Baptiste. Et ce match, il s'est joué sur la fin de match, puisque Nevada a toujours été mené durant ce match par Fresno State. Ça, pour le coup, faut le préciser, Fresno State du début jusqu'à la fin menait, mais Carson Strong s'est réveillé et allé chercher à 8 secondes du terme le touchdown pour revenir à 34-32. Il fallait mettre la conversion à 2 points, mais en gros, si vous voulez, il a lancé cette passe à Romeo Doubs, le receveur star du Wolfpack. Il l'a catché, mais il était en dehors du limite du terrain. Ça s'est encore joué à quelques centimètres. C'est une image que je vous conseille d'aller voir. Et du coup, bah voilà, ça met Fresno State sur un bilan de 6-2 et Nevada est sur un bilan de 5-2. Et ça permet en outre à San Diego State d'être tout seul en tête de cette Mountain West. Et là, je pense que pour le coup, ils ont, je vais pas dire un boulevard pour aller en finale, mais on n'est pas loin de ça. Messieurs, on va terminer cet épisode sur nos MVP offensifs et défensifs de la semaine. On va démarrer avec nos MVP offensifs. Augustin, qui as-tu sélectionné de ton côté? Sam Hartman pour l'immense performance face à Army. Tu récompenses un joueur cool, tu récompenses les big plays. Je crois qu'il a plus de 450 yards. Voilà, c'est mon MVP offensif. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est moi qui buvais du thé et qui n'ai pas coupé mon micro. Je suis mauvais. Baptiste, pour toi, ton MVP offensif? J'en ai parlé, Brock Purdy. Super match dans un duel d'équipe de haut niveau de Big 12. Voilà, c'est match propre, match de QB comme on aime, donc Brock Purdy, le QB d'Iowa State. Kev et moi, aujourd'hui, on est en symbiose. On a choisi les mêmes MVP offensifs et défensifs. Ouais. Kev, qui as-tu pris? Alors, du coup, j'avais pensé à Hartman. Parce que du coup, j'avais décidé de regarder Wake Forest. Il y a eu un reportage sur lui sur ESPN pendant le College Game Day sur l'histoire de son numéro 10. Je vous invite à aller chercher ça. C'est hyper intéressant, hyper émouvant. Il fait un énorme match, mais malheureusement, du côté de Virginia, il y a l'un de mes favoris pour le Heisman et une véritable découverte au poste de QB cette saison, qui est Brennan Armstrong, qui finit à 396 yards pour 4 TD, 0 inter et qui rajoute 99 yards et 2 TD à la course. Donc voilà, il fait une saison totalement énorme et il le prouve encore sur ce match contre Georgia Tech. Et ça a permis d'ailleurs à Virginia de s'imposer 48-40 face à Virginia Tech et de passer sur un bilan de 6 victoires pour 2 défaites. Donc pareil. Georgia Tech, Elio. Georgia Tech. Trop de Tech et trop de Virginia là, dans ces conférences. Là. Et de Jackets, ouais. Et Virginia, pareil. Les performances d'Armstrong depuis le début de la saison, quarterback gaucher, ça leur permet de maintenir une idée de peut-être rentrer dans le top 25 définitivement avant la fin de la saison. Pourquoi pas. Et il y a un joli Virginia BYU qui arrive ce week-end. Voilà, ça va lancer dans les airs au niveau de nos MVP défensifs. Augustin, tu as choisi un MVP défensif qui porte un nom d'un célèbre tueur français.
Et tu le sais. Elio avec ses références fait entrer l'accusé à chaque fois. Merci Elio. Pas de problème. Ah non, franchement, bravo. Non, mais vraiment, on attend un Mérine en collège football et là, on sera Et bon non. pour de bon. Non, c'est la performance de Léo Chenal, le linebacker de Wisconsin. 9 plaquages, 5,5 tackles for loss et 3,5 sacs. Et la cerise sur le gâteau, c'était face à Purdue. Le jeu à la course de Purdue a couru que pour 13 yards. 13 yards. Donc voilà, c'est vous dire la performance monstre qu'il a eue, tant sur le run-stop que lorsqu'il fallait aller plaquer le quarterback. Et Wisconsin revient bien, hein. Il joue à Iowa, je les vois bien servir un peu de poil à gratter sur cette fin de saison. Attention aux Badgers, qui pourraient être un petit peu, on les a oubliés aussi, mais bon, attention toujours à eux. Exact. Et MVP défensif pour Kev et moi, je vais le dire, c'est bien entendu Kayvon Thibodeau. Voilà, en parlant d'un autre tueur, justement. Thibodeau, c'est pour rappeler ses stats, 3 sacs, 9 plaquages, 4,5 tackle for loss et 6 QB pressure. Voilà, assez incroyable. Kev, juste le dernier mot, un petit dernier mot de la fin sur ton Thibodeau, parce que c'est ton joueur avant tout. Number 1 overall pick en 2022. Voilà, Il sera très bien chez les Lions qui tentent des fake Il pourra se punts. taper avec Sewell à l'entraînement. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça va être marrant. Ouais. Thibodeau pour moi aussi en MVP défensif. Hein. Il est trop fort et vu la QV des QB, ça serait quand même très con de passer à côté d'un mec pareil. Et d'ailleurs, alors oui, premièrement déjà on en avait parlé pendant le live, c'est que vu effectivement la déficience des QB qu'on attendait cette saison, le Thibodeau émerge encore plus. Mais chose à noter sur le match, c'est que vous avez vu les stats monstrueuses qu'il a. Il a passé sa première mi-temps, à presque la moitié du temps, à dropper en coverage sur les jeux de passe. Il n'a pas rushé le passeur à chaque fois. Exact. Le cordeau défensif a pété des caps sur la première mi-temps, il l'a fait dropper en coverage. Et bizarrement, dès qu'il s'est dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries, qu'il l'a fait rusher, bah, c'est là où le match a changé de physionomie, parce que juste Thibodeau, à lui tout seul, peut changer un match, quoi. Eh bien, sur ce, messieurs et nos amis les auditeurs, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve samedi pour le 1-2-6, sauf qu'il n'y a pas un changement d'horaire là avec le... Non, c'est la semaine prochaine. D'accord, ok, bah super. Et encore un programme de malade. Hein. Un programme de malade, ouais, vas-y Gus, 2-3 petits c'est juste de la mémoire là, mais Michigan State, Georgia, Florida. Ah putain, ça, on va pouvoir rigoler sur celui-là. Ole Miss Auburn, Notre-Dame USC, Wisconsin, Iowa, Oregon, Colorado. Non, pardon. j'allais dire Oklahoma Alors State ça, Kansas aussi. ce match-là, offensivement, Si Oregon met pas 50 points, c'est un scandale. Bref. On se retrouve à 17h donc sur Twitch, The Trick Play Podcast, pour le 1-2-6 animé par Baptiste. On vous fait des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Et des bisous à Gary Patterson qui continue d'envoyer TCU au fond de l'abysse. Bisous tout le monde.